Bonsoir, nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour, merci de nous choisir encore. Eh bien, Premier ministre depuis le 5 juin 2015, Komi Selam Klassou s'apprête à rendre les clés de la primature après donc la réélection de Fornia Singbe pour un quatrième mandat à la tête du Togo. Eh bien, que retenir de la gouvernance Klassou? Quel profil donc du nouveau Premier ministre pour le nouveau quinquennat de Fort Niassibé? Nous en parlerons bien évidemment dans cette émission. Le Togo opte pour l'utilisation sûre du nucléaire depuis donc le 4 juin dernier. Pour quelle urgence? Cela fera également l'objet de notre discussion dans cette émission. La pandémie de Covid-19 n'a pas eu totalement raison de l'année académique au Togo. Réouverture des classes d'examen bien évidemment avec mesures barrières à respecter. Dans quelles conditions? Eh bien, l'analyse aussi dans cette émission cet après-midi. Pour y aller, nous avons à ce plateau Dimas Dikodo qui est là. Dimas Dikodo, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal Focus Info. Forum de la semaine. Merci d'être là. De toute façon, l'homme de Focus, c'est mon ami. Forum de la semaine. Moi, je peux usurper son titre. Forum de la semaine. Merci d'être là. Eh bien, Rodrigue Ahego, vous êtes le correspondant de la radio Canal K. Rodrigue, bonsoir. Merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Dieudonné, ravi d'être à vos côtés ce soir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Merci. Eh bien, nous avons également M. Cyril Noukounou, président du Pont de la jeunesse patriotique. Monsieur Noukounou, bonsoir. Merci d'être à ce plateau avec nous. Je rappelle, vous êtes de la société civile. Hein? Bien évidemment. Bonsoir à vous, Excellence. Bonsoir à vos confrères, Excellence Dimas. Bonsoir, et à mon cher Rodrigue. Et tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. C'est cela. Merci. Eh bien, Dimas Dikodo, je le disais tantôt, au quatrième mandat de Fornia Singbe, il y a lieu, comme l'exige la Constitution, qui est un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, bien évidemment. Alors aujourd'hui, lorsqu'il y a lieu de parler d'un petit bilan de Klassou 1, Klassou 2 ou Klassou autre, est-ce que vous auriez le temps quand même de pouvoir embrasser un tout petit peu des grandes lignes à relever du passage de Klassou à la tête des gouvernements? Dieudonné, merci. J'aimerais juste faire une petite précision avant qu'on ne continue. Actuellement, la Constitution n'exige pas ce que le Premier ministre soit changé. Parce que la majorité qui est à l'Assemblée coïncide avec la présidence. Celui qui est à la présidence, c'est son parti. Et donc, il n'y a pas formellement une exigence constitutionnelle que le Premier ministre soit remplacé. Quand c'est fait avec une élection présidentielle, le président, on peut dire que c'est une pratique politique, le président le fait simplement pour pouvoir donner des signaux, envoyer des signaux clairs auprès des militants, auprès des populations pour dire que écoutez, nous voulons partir sur de nouvelles bases, nous voulons faire quelque chose de nouveau. C'est pour cela. C'est pas une exigence constitutionnelle. Non. Très bien. Pour le moment, il n'y a pas une exigence constitutionnelle, puisque ce n'est pas la majorité parlementaire qui est changée, c'est le président qui est reconduit. Et donc, le problème ne se pose pas constitutionnellement. Il n'y a pas une exigence constitutionnelle là-dessus. C'est cela. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir sur les activités phares de Komi Klassou à la tête du gouvernement? Je pense que pour faire un bilan plus approprié de la gouvernance Klassou, je pense que les membres du gouvernement sont les mieux placés. Vous, en tant qu'observateur? Moi, en tant qu'observateur, oui. Je peux dire que Klassou, sa personne même, c'est un bosseur. Il est réputé pour être un bosseur, mais quelqu'un qui est carrément à l'image de celui qui l'a nommé, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas trop devant les rampes des caméras de l'actualité, des caméras et des micros, des radios, des télés et de la presse. Donc, vous voulez dire quelqu'un qui travaille beaucoup mais qui parle moins? Il parle peu. Vous avez vu, premièrement, à son arrivée,
il s'est attelé à résoudre. Il était arrivé en plein conflit avec les enseignants. Vous vous rappelez, les enseignants étaient, il y a des rêves. Les crises répétées, et bien des grèves. Voilà. Il était arrivé, il a réussi à dompter cela. Il y a le ministre Artem Aoumezounou qui cafouillait un tout petit peu avec les praticiens hospitaliers, les médecins et autres, les agents de la santé. Il a réussi, je parlais de Classou, a réussi à trouver une solution à cela. Vous voulez parler aujourd'hui essentiellement d'une réussite dans le secteur de la santé? Oui, je peux dire qu'il a réussi, puisque vous avez vu qu'il y a quand même un peu plus d'accalmie qu'avant. Et donc, ça veut dire que si ce n'est pas qu'il y a un plus, les médecins n'ont pas manifesté, ou bien les agents hospitaliers n'ont pas manifesté pour retourner, aller bosser pour rien. Ça veut dire qu'ils ont obtenu quand même le minimum. Si ce n'est pas la totalité qui est accomplie. Et donc, on va voir qu'au niveau des enseignants, au niveau des agents de la santé, et puis il y a aussi au niveau de la fonction publique, il y a des revalorisations au niveau des indices des salaires. Et donc, à ce niveau, et sur le niveau social aussi, il y a eu beaucoup d'activités qui sont menées. C'est sous lui qui a beaucoup d'initiatives, y compris le PND et beaucoup d'autres choses. Donc, pour aller sur le plan plus pointu, j'avais dit déjà ici que le gouvernement est mieux placé de venir ici avec des chiffres et autres à l'appui. Mais sur ces plans, nous avons vu qu'il a eu beaucoup de réussites. Et on a vu aussi au niveau de l'adduction d'eau, la façon dont c'est étalé. Et aussi, il y a au niveau de l'électrification de nos milieux, il y a des centaines de villages et de milieux qui ont été désenclavés en matière d'électricité. Apparemment, vous mettrez les mêmes actions à l'actif du président de la République alors. C'est lui qui l'a nommé. Sous l'impulsion. Après tout, voilà. C'est lui qui l'a nommé. C'est son premier ministre. Vous savez, parmi les actes autonomes que le chef de l'État prend, sans contre-saint, c'est la nomination du Premier ministre. Et là-dessus, il assume l'entière responsabilité. Vous allez voir que l'échec du Premier ministre est imputé directement au président, au chef de l'État. Puis c'est lui qui le nomme. Très bien, merci. Alors, Rodrigue Ahego, il s'agira aujourd'hui de donner une note qu'on dise positive à la gouvernance Classou, qui, dans les temps normaux, s'apprêterait à remettre la clé de la primature très bientôt. Oui, merci pour la question. Dans un premier temps, j'aimerais revenir par rapport à l'obligation constitutionnelle, s'il amenait pour le Premier ministre de démissionner. Moi, je pense que c'est une question de principe, parce que quoi qu'on dise, que ce soit le président Faure Gnassingbé qui soit reconduit, c'est un nouveau président, c'est un nouveau mandat. Et vous n'êtes sans savoir que pour un nouveau président, il y a tout un programme qui a été déroulé. Et il y a une représentation nationale, quoi que ce soit la majorité qui continue, mais le programme de société sur la base duquel le président a été élu doit être examiné par la représentation nationale qui donne un quitus à quelqu'un qui déploie un programme de mise en application de ce projet-là. Mais malheureusement, notre constitution... Oui, là, c'est pour ça que je parle de principe. C'est pour ça que je parle de principe. Voilà, c'est pour ça que je parle de principe. Parce que je me pose une seule question. S'il est aujourd'hui demandé au peuple togolais, à tous les près de 8 millions, plus de 8 millions d'habitants, de noter le gouvernement, de noter la gouvernance la gouvernance Classou, quelle sera la note que les Togolais donneraient à cette gouvernance-là? Je trouve mal de dire aujourd'hui que ça va être une note positive, parce que les défis sont là. Parce que le programme que l'homme a présenté devant les parlementaires et qui a malheureusement suscité l'acclamation parce que étant issu d'une majorité étant issu d'une majorité qui respecte la volonté de celui qui nomme,
C'est en cela que je parle de malheureusement. Le programme ne devrait pas. Non. Si on se comprend bien, c'est pour ça que je parle de malheureusement. Et s'il faut évaluer la mise en œuvre de ce programme-là aujourd'hui, je ne trouve pas une note positive. Quoi qu'on dise, il ne sera pas question de peindre le tableau en noir. Il y a des choses qui ont été faites, maintenant, en bien ou en mal. Peut-être que... Alors, selon vous, aujourd'hui, il n'y a pas un bilan précis à mettre à l'actif Le bilan, je le dis, si je rattache le bilan aux aspirations profondes du peuple togolais, c'est un bilan négatif. Un bilan négatif parce que... Même pas mitigé. Mon aîné a parlé tout à l'heure de projet d'adduction d'eau. Moi, j'ai pris encore, pas plus tard que quelques semaines, j'ai visité l'intérieur du pays et je vous assure que dans la capitale togolaise ici, ou dans la région maritime, quand on quitte ici, on va à Tchévier, ça pose déjà le problème d'eau. Et l'adduction d'eau n'a pas réglé ce problème-là. Quand vous quittez, vous allez dans le Haro, la zone privilégiée du Premier ministre, vous quittez juste la capitale, vous allez vers Pédomé et vous longez, vous écartez votre champ je dirais, pèlerinage ou de visite ou j'en sais rien, à l'ouest ou à l'est, vous circulez jusqu'à rattacher à Logou les problèmes. Les populations n'ont pas encore accès à l'eau pour qu'on parle d'eau potable. Ça voudra dire que sur ce point, c'est un échec cuisant. Maintenant, les bons projets, il y a un penseur africain qui l'a dit, sénégalais, en Afrique, on a toujours les bons plans, les bons programmes, mais on a toujours péché dans la mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, parlant du PND ou plein d'autres programmes encore, ce sont des programmes, s'il faut les évaluer sur papier, qui passent positivement, mais sur le terrain, je vous assure, la main sur la conscience, ça reste largement encore à faire pour pouvoir entamer véritablement une mise en exécution d'un plan qui a été, ou d'un programme qui a été malheureusement acclamé devant la représentation nationale. Selon vous, aujourd'hui, il n'y a pas de bilan qui peut vous réjouir sur la gouvernance de Classo. Pas vraiment de bilan. C'est en cela que j'ai précisé que je ne peins pas le tableau en noir. Tout en noir. Mais si je me réfère, je me mets à la place de ceux qui ont besoin d'être gouvernés, c'est assez négatif. Assez négatif. Très bien. Alors, Dimas, apparemment, vous semblez donner... Non, vous semblez donner un bilan positif et par ricochet, une note positive à la gouvernance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et là, vous parlez en termes de projet ou en termes de réalisation de projet? En termes de réalisation, quand nous parlons d'addition d'eau, ça ne veut pas dire que le besoin en eau potable est 100% résorbé au Togo. Mais ça ne veut pas dire en même temps que rien n'est fait. Pas à 50% aussi non plus. Vous n'avez pas le bilan devant vous. Si vous en avez, vous pouvez voir qu'il y a, en évaluant le besoin, on est à tel pourcentage. C'est ça le problème. Bon, ça ne veut pas dire, il y a des milieux, il a sillonné, oui, il a vu des besoins, oui. Mais au même moment, à côté, il y a des endroits qui sont desservis. Desservis, voilà. Lorsqu'on réalise des œuvres de forage dans une zone qui dispose déjà d'eau, ça règle quel problème? Lorsqu'on érige, on plante des lampadaires à rayons solaires, à panneaux solaires dans les zones qui ont déjà d'électricité. Ça règle quel problème? Alors, je vous assure que c'est pour ça que je me mmets à la place des populations pour évaluer et pour se comprendre bien d'ailleurs. Je ne parle pas des zones qui ont déjà la chose. Bon, dans ce cas, on ne peut pas parler de desserte. Je parle des zones qui n'ont pas du tout été desservies par le passé. Des zones qui ont eu des châteaux d'eau, des zones qui ont eu effectivement des forages. Il faut voir la qualité d'eau d'abord, là-bas, par rapport à ce qu'ils consommaient. Et aussi des zones qui n'avaient pas d'électricité, mais qui en ont actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Heureusement, lui-même, il dit que le tableau n'est pas peint en noir, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que tout est résorbé comme problème en matière d'adduction d'eau, en matière d'électrification de nos milieux ou en matière de tel autre besoin. Donc, rien, nous ne disons pas que tout est fait, mais on ne peut pas dire que rien n'est fait. Alors, Dimas, le Premier ministre Classo a été le Premier ministre d'un mandat social du président Florian Singbe. Vous ne trouvez pas qu'il pouvait peut-être faire beaucoup plus en matière de social? Oui, il faut toujours dire qu'il y a toujours à faire, qu'on peut faire mieux. C'est comme ça qu'on peut faire mieux. Mais en même temps, on ne peut pas dire que ce qu'il a fait, il n'a rien fait. C'est ça le problème. On ne peut pas avoir un ministre ou un premier ministre à intenter
dire que ce ministre va venir résorber tous les problèmes du pays. Ce n'est pas possible. Dans chaque secteur, lui aussi ne peut que jouer sa partition. Et il part. D'autres aussi viennent. Il peut être le plus technocrate du monde, il peut être le meilleur Premier ministre, le grand politicien, le grand politologue. Il arrive là-bas, il ne peut faire que ce qu'il peut faire. Il le fait, il s'éclipse, quelqu'un d'autre vient, il continue. Alors pour l'instant, selon vous, c'est qu'il a fait. Vous voyez que les besoins augmentent au jour le jour. C'est des besoins qui sont appelés à s'accroître étant donné que les populations s'accroissent au jour le jour. Le nombre de populations que nous avions par le passé, il y a de cela 2 ans, 3 ans, ce n'est pas le même nombre, le même chiffre que nous avons maintenant. Et donc, au même moment que ça augmente, le nombre de foyers augmente et donc les besoins s'accroissent. Et malheureusement, nos prestations économiques ne sont pas à la hauteur des exigences. Merci d'immense. Monsieur Nkonou, vous êtes de la société civile. Je rappelle, vous êtes président du Ton de la jeunesse patriotique. Vous, qu'est-ce que vous retenez prioritairement de la gouvernance Classo? Non, vous savez, pour ce qui concerne la gouvernance de M. Classo, nous avons écarquillé les yeux, nous avons fouillé, cherché, mais nous n'avons rien remarqué, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien trouvé du tout. Encore que vous ayez bien cherché, hein? Bien sûr. Ce que nous avons pu constater, que c'est un militant du parti au pouvoir qui a été remercié et qui se retrouve fier de porter le titre par rapport à ce poste-là. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? C'est mon constat. C'est mon constat. Et dites-moi que M. Classo n'est pas militant UNIR. Donc, un militant est remercié de être militant et réaliser les projets compte tenu sur de sa fidélité, c'est tout ce qui nous a été affiché. Parce que, vous savez, c'est avec l'arrivée de M. Classo que nous avons connu 2017, août 2017, avec la montée de Tipeee. Hein, tous ces mouvements, ces Vous crises. pensez que quelqu'un d'autre l'empêcherait? Ces crises, hein, vous comprenez, c'est avec M. Classo que tout a commencé. Et aujourd'hui, vous savez, nous ne pouvons, quand j'écoute Excellence Dimas évoquer l'adduction d'eau, etc., ça m'attriste parce que si après plus de 60 ans d'indépendance, que nous soyons encore toujours là à parler de localités qui ne sont pas desservies. Je parle de la gouvernance Classo. Justement, je suis bien dans le sillage. Hein, si au bout de 60 ans que nous devons parler d'adduction d'eau dans certaines localités, d'électricité, etc., alors qu'au même moment, il y a des gens qui entassent des milliards dans leurs comptes, etc. Et c'est vraiment triste pour nous. Alors donc, pour être bref, je dis que je ne vois aucun bilan de M. Classo. Je vais justifier ma position à travers certains exemples, par exemple. Lorsque, par exemple, nous prenons par exemple, le ministère du Commerce. Nous avons toujours vu quel était l'état du ministère du Commerce, bien que plusieurs ministres soient passés par là. Mais quand le ministre a dédié arrivé, nous avons vu quelque chose de changer. Ça a frappé l'attention même de tous citoyens lambda, même de tous étrangers. Lorsque nous prenons l'université, il y a eu plusieurs... Quelque chose a changé en bien, c'est cela? Oui, justement, et visible, et c'est frappant. Lorsque nous prenons non, excusez la parole, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Je peu importe, il n'est pas un ministre de Classo, un ministre du parti au pouvoir du président Fort. Voilà. Donc, si nous prenons l'université, bien, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées à la tête de l'université, mais quand le professeur Kokoroku est arrivé, nous avons vu des changements, des choses nouvelles, des innovations. C'est de cela que nous parlons. Toujours sous la gouvernance. Oui, mais vous savez, ce n'est pas une question de gouvernance. C'est beaucoup plus une question de la capacité de la personne qu'on met à la place qu'il faut, au poste qu'il faut. Vous comprenez? Oui, M. Classo a été nommé par le chef de l'État. M. Classo a été nommé par le chef de l'État. Voilà. Et donc, c'est la capacité des gens qu'on met au poste qu'il faut pour nous donner le résultat qu'il faut. Alors donc moi, pour clôturer, c'est pour dire que je crois que le poste de Premier ministre, c'est un poste vraiment important où on doit rompre avec toujours cette ambition-là de remercier les militants
et les mettre à la tête de ce poste-là, au contraire de nous mettre des gens qui soient même, je ne dis pas que dans l'UNIR, il n'y a pas des gens qui puissent avoir cette offre-là, cette capacité de nous, je ne dis pas non. Alors donc, qu'on identifie ces gens-là et qu'on nous les mette au poste, aux places qu'il faut pour nous apporter quelque chose. Depuis que le ministre et l'ancien Premier ministre Humbo est passé, le forum des agriculteurs, on en est où aujourd'hui avec toutes ces initiatives? Il y a tellement d'initiatives, nous en sommes où aujourd'hui? Alors donc, nous ne voulons plus que des gens viennent faire figuration compte tenu de leur militantisme, de leur fidélité au parti, et puis venir monter la fierté de porter le titre, d'occuper ce poste-là pour un résultat vraiment, je ne dirais même pas mitigé, qui pour un résultat qu'on ne voit pas. Et donc, Voilà. vous remettez en cause aujourd'hui la compétence managériale? Absolument. Monsieur Classou n'a fait que figuration à ce poste et il n'a fait que porter la fierté de se faire appeler Premier ministre. Voilà. Très bien. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose parce que j'ai quelques été... secondes, oui. Dimas d'abord. je parle, Dimas, je quelques parle. secondes. Je pense qu'un ministre, un premier ministre, c'est un manager, quelqu'un qui impulse le management à une action gouvernementale. Ce n'est pas lui qui vient travailler à la place des ministres, mais lui, il propose un casting et les ministres sont là. C'est pourquoi la Constitution impose à ce que le Premier ministre puisse proposer des ministres. Et c'est pour cela qu'en les nommant, on tient à préciser le Premier ministre sur proposition du Premier ministre. Bon, le président de la République plutôt, sur proposition du Premier ministre, nomme tel. Et donc, les actions de ces ministres sont des actions du Premier ministre. Alors, si dans tout cela... Lorsqu'il y a un ministre qui fait de prouesses, voilà, vous mettez cette prouesse à l'actif du Premier ministre, c'est cela? Bien sûr, c'est lui, c'est son casting. C'est son casting. S'il n'est pas d'accord, il ne sera pas ministre. Et donc, KDJ fasse bien, c'est à l'actif de Classou. Et donc, c'est clair. Permettez que je dise non, puisque M. Adedji a commencé ses prouesses à la douane au moment où M. Classou n'était pas à la tête de la primature. Non, ne dévions pas. N'essayons pas de manipuler l'attention des gens. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des gens qui soient des gens vraiment capables de nous apporter des solutions, de nous concrétiser. Sinon, je pourrais même dire que M. Adedji mérite plus le poste de Premier ministre que M. Classou. De toute façon, très bientôt, nous aurons un nouveau Premier ministre. Nous allons revenir à parler du profil de ce nouveau Premier ministre, tant que vous le voyez dans ce même débat. Alors, M. Rigaud? Oui, ce que je veux préciser, moi, je pense que nous avons un problème fondamental au Togo, c'est-à-dire qu'ailleurs, on change une équipe qui ne gagne pas, c'est-à-dire une équipe qui perd tout le temps, on change l'équipe. Mais chez nous, on maintient l'équipe qui perd. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure des défis et je suis d'accord, complètement d'accord avec Cyril quand il évoque les 60 années passées d'indépendance. Quoi qu'on dise, même si ce n'est pas le président Faure qui a dirigé le pays pendant 60 ans, il a hérité de ce pays et l'a quand même dirigé pendant au moins 15 années. Et sur 15 ans, si je remonte encore en 2005, cette affaire d'adduction d'eau ou de quoi, ce sont des projets qu'on rebaptise tout le temps parce qu'on reprend les mêmes, qu'on rhabille, qu'on ramène et ça n'évolue pas. Si ça évoluait, on ne peut plus être là aujourd'hui à parler d'adduction d'eau ou à parler par exemple de construction de bâtiments scolaires ou à parler par exemple comment dirais-je, de branchement électrique un peu partout. On pourra peut-être parler d'un nouveau quartier vu l'étendue de l'effectif que nous avons en matière démographique pour dire que voilà, parce que aujourd'hui, cette zone est élargie. Les populations d'Agué, par exemple, il y a eu peut-être une augmentation de 15, 20, 25, 30% par exemple de la démographie et on a élargi vers telle zone qui était utilisée entre-temps pour par exemple des travaux champêtres où on faisait des trucs, etc., etc. Là, on peut comprendre qu'on parle d'adduction d'eau et de branchement électrique à ces niveaux-là. J'avais eu la chance d'être dans une équipe de supervision d'un projet d'électrification du Togo via de l'Union européenne, un projet de l'Union européenne, et le projet était baptisé West African Power Pool. Et ce projet alimentait le Togo de Batoumé ici jusqu'à Badou. Et peut-être que Dimas connaît bien ce projet. Et sur ce projet-là, on devait électrifier toutes les localités qui partent de Batoumé
ici, quand vous allez à Zanhou, vous arrivez à Zanhou, il y a une voie qui va directement à la frontière et qui divise 2 villages en 2. Et c'est d'ailleurs le seul village qui a un seul chef, qui est togolais et ghanéen. C'est-à-dire le seul chef intervient au Togo et intervient au Ghana pour comprendre que c'est une famille. Mais je vous assure que sur le rapport que l'Union européenne tenait, la voie là même, c'est une voie bitumée. Et il y avait des poteaux électriques plantés un peu partout, mais sur le terrain, quand nous étions là pour l'évaluation, il n'y avait pas eu de poteaux. Et ceux qui étaient à la CET à l'époque doivent se souvenir de ce projet-là et à la CEB. Je ne parle pas pour parler, c'est pour ça que je pointe du doigt cette réalité-là. Et c'était triste pour nous, devant les étrangers, qui étaient les chefs de ce projet-là, qui se demandaient, c'est nuitamment, je vous assure, c'est nuitamment que dans un village après quand vous quittez Andoyoto, vous montez vers la frontière, c'est nuitamment avant le poste de la douane qu'on a planté un poteau électrique, qu'on a rapidement raccordé les câbles et tout pour mettre une lampe. Et le jour-là, on avait filmé juste pour faire plaisir aux Blancs que voilà, on a électrifié le village. Alors, et les populations étaient contentes. Cette situation à qui? À qui? Oui. À la gouvernance. La gouvernance, c'est une question de supervision. Non, je ne parle pas... Non, Plassou n'était pas là. La gouvernance, c'est une question de supervision. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un que vous ne surveillez pas, que vous ne supervisez pas. Quand je dis qu'au Togo, on reconduit les mêmes qui perdent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème d'inqualité des ressources humaines que nous avons. L'inqualité des ressources humaines. Parce qu'il a parlé, il a donné l'exemple du ministre Adedje. Il y a des gens, je sais pertinemment là où je suis, que si on donne aujourd'hui un ministère à Dimas qui est là, ce ministère va changer de physionomie. Parce que je sais de quoi il est capable. Il est quelqu'un qui a une notion de clarté, une vision. Il est quelqu'un qui sait que dans la vie, il faut avancer. Il ne faut pas reculer. Et donc, il y a la question fondamentale de l'inqualité des ressources humaines que nous employons. De l'autre côté, aujourd'hui, le jeu de chaises, on doit pouvoir mettre fin à ça. Ailleurs, aujourd'hui, on ne nomme plus les militants, on nomme les compétents. On nomme les compétents. C'est dans ce pays que nous étions et on a confié la santé des humains à un vétérinaire. La suite, on l'a vu. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, on parle beaucoup plus d'expertise dans un domaine donné. C'est un peu comme, par exemple, on me prend Rodrigue. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Agba? Moi, je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nom. Aujourd'hui, et puis aujourd'hui, très rapidement, l'autre problème qui amène les populations à ne plus véritablement chercher à donner une note à quelque gouvernance que ce soit, c'est que les populations ne se retrouvent pas dans ce qui se fait. Très bien. La proposition au regard des humeurs est différente. Aujourd'hui, prenez par exemple des quartiers, tout un quartier inondé. Et parce qu'on a nommé un seul ministre de l'autre côté, on a bitumé la voie jusqu'à la devanture du ministre. Vous pensez que dans ce quartier-là, les gens sont bêtes? Les gens vont donner quelle note à la gouvernance? Parce que la route là profite à qui? C'est vrai que ça profite à certains qui... Non, pas au ministre seul, mais à vue directe. Les gens qui sont là, s'il leur est donné d'évaluer ce projet-là, ils vous diront directement en termes de frustration. En termes de frustration. Et c'est justement sur la base de ces frustrations générées à partir de la gouvernance atypique là que se note la gouvernance elle-même. Est-ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui cette connotation politique militante qu'on colle aux nominations clés? Que ce soit militant, ça n'a rien de mauvais. Ça ne veut pas dire que parce que tu es militant que tu es mauvais obligatoirement à ton poste. Le problème ne se pose pas. Je ne connais pas plus militant qu'Adedje au sein du NI. Il est le vice-président. Il est le deuxième grand militant de ce parti. Mais le nommer là-bas et qu'il fasse quelque chose de bon, mais ça ne veut pas dire... Le cas d'Adedje n'est juste qu'un exemple. Oui, mais on ne va pas me doiter à tel poste ministériel. On va dire que tel ministre est mauvais parce qu'il a fait cela. Non. Peut-être il a su avoir plus de visibilité dans la gouvernance, dans la gestion d'Adedje. Il a trouvé beaucoup de choses de positives. Je vais l'inviter peut-être à aller aussi dans d'autres gestions. Ça ne veut pas dire que à 100%, j'ai pris l'exemple de l'université. Oui. Même si nous prenons par exemple Ingrid Awade. Voilà. Vous avez donné des gens. Et ces castings, c'est un actif du gouvernement.
C'est un actif du gouvernement. Celui qui a présenté le programme de société au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce programme soit voté et que c'est lui, c'est le Premier ministre. Comment on l'appelle, le Premier ministre Classou fait partie des rares ministres qui confient des portefeuilles, c'est-à-dire que des cahiers de charges bien précis à tous les ministres. J'en ai vu. Ce n'est pas quelque chose de quoi là. Et chaque ministre a un cahier de charges bien défini. Et vous devez... Attends, je sais que le Premier ministre Humbo l'avait fait. Mais Classou l'a fait. Et vous allez voir que ces ministres, quand ils arrivent à mettre en application ces cahiers de charges, on peut dire que ces ministres... C'est l'innovation de Humbo. Merci. C'est l'innovation de Humbo. Merci. Avant Humbo, je doute qu'il y en avait. Mais voilà, je dis Humbo l'a fait. Mais Classou l'a fait. Humbo l'a institué. Il faut bien c'est pas une institution. Humbo l'a institué. Mais il faut reconnaître que Classou a un cahier de charge pour chaque ministre. Et c'est son devoir. Et à chaque fois, oui, c'est son devoir, oui. Mais d'autres ne l'avaient pas fait. Quand lui il dit ça, eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Donc, il a fait. Et les conseils de cabinet sont les gens au niveau de Classou. Ça veut dire que les ministres répondent de leurs actes. C'est cela. Et donc, qu'un membre du gouvernement pose un acte à féliciter, c'est tout à l'actif et du Premier ministre et de celui qui a nommé. Très bien, cette question maintenant, nous allons voler cette question maintenant à répondre par oui ou par non ou plus fort. La parenthèse, ce qui voudra dire que lorsqu'un ministre, par exemple, qui commet des bévues et qui est maintenu dans le gouvernement, c'est à l'actif du Premier ministre et du Président de la République. Mais bien sûr, Non, juste une précision. C'est pour cela que vous allez voir que et le Premier ministre et le Président de la République se démarquent rapidement des actes illégaux posés par les ministres. C'est comme ça. Si tu ne le fais pas. Non, je parle du cas général. Je ne parle pas du cas Togo. Je dis le Premier ministre et le chef de l'État. Parce que ailleurs, je sais que se démarquent rapidement des actes. Parce que ailleurs, je sais que pour éviter l'amalgame, on saute et on remplace. Ah oui. Malheureusement. Et c'est valable également pour les tueries. Les tueries. Non. Encore faudrait-il que tu saches celui qui a tué qui. C'est ça. Si vous connaissez celui qui a tué X ou Y, si vous connaissez celui qui a tué X ou Y et il est resté sans être puni, alors il faut le dire. Mais c'est ça le problème. Très bien, nous parlons de la gouvernance Classou qui tire, selon moi, à sa fin. Pour l'instant, il peut être reconduit. Rien ne l'empêche. Vous avez soif de voir un nouveau Premier ministre. Non. Avoir soif d'avoir un Premier Très bien. ministre. Est-ce que vous attendez maintenant un nouveau Premier ministre après donc plus d'un mois de l'investiture de Pour moi, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas un problème. Ce qui se pose au Togo, étant quand même un observateur de l'action politique et du Togo et de l'Afrique depuis un certain nombre d'années, du moins plus de 2 décennies, je peux dire que ce n'est pas la question, ce n'est pas une question. C'est pas l'urgence, hein. Ce n'est pas Classou. D'accord. Le problème togolais, ce n'est pas le problème Classou. Très bien. Et donc, si le chef de l'État juge qu'il peut le remplacer aujourd'hui ou demain, il va le faire. C'est lui qui a les rapports, c'est lui qui a les projets, les programmes qu'il veut mettre en exécution. Il sait qui peut le faire. Alors, Dimas, vous n'êtes pas pressé de voir un nouveau Premier ministre? Non, c'est pas là mon problème. Très bien. Pas du tout. Vous, Rodrigue, est-ce que vous êtes pressé aujourd'hui, après plus d'un mois de prestation pressé, de serment? Pressé, c'est comme si c'est moi qui avais le pouvoir de le remplacer. D'agir. Très bien. Non, je ne suis pas pressé, mais je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas rester longtemps là où on est assis si on sait que qu'on est de passage. Vous savez, lorsqu'on on voit trop une chose, on finit par s'enlacer. La question, c'est de savoir si aujourd'hui les populations togolaises veulent que M. Classou reste. Le problème, je l'avais dit... Pas trop de commentaires, très rapidement. Oui, très rapidement. Le problème, je l'avais dit, qu'on dise aujourd'hui qu'il faut remplacer Classou ou qu'il faut le maintenir, ce qui est sûr au Togo, on est habitué à la volonté d'une seule personne. Il n'y a pas autre mécanisme qui soit contraignant, qui permette qu'on choisisse la qualité voulue par tout un peuple. Donc, je dirais que qu'on le remplace ou qu'on le maintienne, ça fait l'affaire de la personne qui va... Mais vu les défis que nous avons, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de Togolais compétents qui puissent venir essayer quelque chose. Parce que pour
comparer, c'est parce que Humbo est parti qu'aujourd'hui, s'il faut comparer Humbo et Classou, on peut parler, on peut sur la base des réalisations faire une étude comparative de la gestion des deux personnalités. Mais lorsque vous maintenez la personne là-bas sur place, on va comparer avec quoi? Très bien, merci. Il y a des défis qui attendent. Si c'est à lui que clairement qu'on l'affiche et qu'on nous permette, parce que l'autre problème c'est qu'il n'y a pas d'évaluation aussi. On ne dit pas aux populations pourquoi on a tel ministre pas, pourquoi tel premier ministre démissionne, pourquoi on reconduit tel. Vous êtes là devant votre télé, vous apprenez qu'on a reconduit tel. Vous êtes devant votre télévision, vous apprenez que celui-ci, après avoir tenu le conseil des ministres, a démissionné. Mais on ne vous dit pas concrètement le pourquoi. Mais nous avons, en tant que peuple, nous avons le droit de savoir comment notre pays vit. C'est en cela que la Constitution a institué, d'ailleurs, que le chef de l'État doit faire une fois là, l'état de la nation devant la représentation nationale. Et tout ça, ça rentre dedans. Cela, un autre débat. Parce que si aujourd'hui on demande au peuple togolais de comparer le passage de DSRP, c'est SCAP, quoi, jusqu'à PND, vous pensez que c'est très lourd. Très bien, merci. Alors, monsieur Cyril. Vous savez, monsieur Classou, c'est compte tenu de sa récompense. Vous parlez toujours de la récompense, oui. De son militantisme qu'il a porté à la tête de la primature. Alors, et au regard de la crise que nous avons connue en 2017, il a été très actif, il a été un bon militant, gérer cette crise-là. Ça lui a valu d'être reconduit en 2019 de toute façon. 2019 après, oui, après les législatives. Il a été remercié encore une fois à notre grande déception parce que au-delà de son... il faut avoir des compétences pour gérer une crise, M. Cyril. Non. Au-delà de ce qu'il a été actif, en bon militant pour trouver des astuces de gérer cette crise-là à travers des manifestations. Parce qu'en réalité, c'est de ça que le pays a besoin. C'est là qu'on parle de développement. Quand on parle de vision, quand on parle d'orientation, de mécanisme, ce n'est pas ça. Il a été actif en bon militant, gérer une crise qui risquait de porter un coup au parti. Et donc, ça lui a valu d'être récompensé. Et maintenant, nous osons croire que le chef de l'État ne va pas toujours s'inscrire dans cette logique-là, de toujours récompenser ad vitam aeternam la même personne qui ne nous donne pas un bon résultat viable, vivable par rapport à la construction, à la gestion, à l'évolution. Nous osons croire que le chef de l'État ne va pas nous servir une déception, cette déception-là de maintenir encore M. Classou, tout simplement parce qu'il est un bon militant. Attendez très bientôt. Nous, ce que nous voulons une bonne personne à la place qu'il faut, qu'il soit une personne imbue de qualité, imbue de potentialité. Le profil du prochain nouveau Premier ministre, nous allons revenir là-dessus. Mais Monsieur Cyril, maintenez bien le fil du développement de votre sujet. Eh bien, nous allons rejoindre de l'autre côté de la ligne notre grand frère Credo Tété aussi qui va s'exprimer tant soit peu sur le profil du nouveau Premier ministre, s'il doit y en avoir, bien évidemment. Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium, que nous avons en ligne. Credo, bonsoir. Alors, selon vous, quel va être donc le profil du nouveau Premier ministre, s'il doit y en avoir, très prochainement? Bonjour Dieudonné. Pour le profil du Premier ministre, justement, il faut quelqu'un qui soit un technocrate. Donc, on n'a plus besoin d'un politicien qui vienne faire la politique politicienne, mais quelqu'un qui comprenne réellement sa lettre de mission et sache que avec ce nouveau quinquennat du chef de l'État, il faut booster tous les chantiers et surtout les chantiers en suspens. Il faudra que le Premier ministre comprenne qu'il doit travailler sur 3 axes principaux, notamment l'éducation, la santé, plus le travail ou l'emploi des jeunes. Donc il va falloir qu'on puisse travailler au sein de ce nouveau gouvernement sous l'autorité du nouveau Premier
Premier ministre sur ces 3 axes et sans oublier les efforts qui seront consentis en matière de sécurité de notre territoire. Donc voilà un peu le profil que je crois qu'on peut avoir pour le prochain Premier ministre. Voilà donc Credo Tété du journal le Médium qui veut, lui, un technocrate à la tête du prochain gouvernement. Il n'est pas seul. Hein. Nous avons également en ligne Béni Sylvestre du journal la Manchette. Vous ne parlez pas en termes de Premier ministre, vous parlez en termes de ministre. Hein. Quel nouveau ministre prochainement pour le Togo? Eh bien, quel est le profil selon vous qu'il faut avoir? Oui, bonjour chers confrères et merci donc pour l'intérêt. Vous nous posez la question ce matin de savoir quel est le profil du Premier ministre. En réalité, nous posons plutôt la question en ne faisant pas une fixation sur le Premier ministre et nous disons en réalité quel est le profil donc, du prochain ministre. C'est peut-être la nuance. Alors nous disons en réalité que depuis la prestation donc, du serment du président Faure Eswazina Gnassingbé pour son 4e mandat, il y a beaucoup de Togolais qui sont donc dans l'expectative de voir la formation donc, du prochain gouvernement. Et c'est en ce sens-là que nous posons la question, c'est-à-dire lorsque vous voyez la prestation donc, de l'ancienne équipe gouvernementale, vous verrez que la plupart ont notoirement montré leurs limites en matière donc, de gestion de la chose publique. Alors, quel est le profil idéal pour le prochain ministre? Or, nous disons que généralement, les ministres les plus aimés et les plus respectés sont ceux que tout le monde perçoit comme compétents. Et lorsqu'on dit qu'un ministre est compétent, il faut le préciser, il doit être authentique. Il doit être sérieux dans ses initiatives, il doit incarner une vision, une détermination, il doit être toujours à son affaire. Et c'est un ministre qui doit bel et bien maîtriser ses dossiers, qui peut défendre publiquement partout où besoin sera. Et il doit viser également l'intérêt supérieur de la nation. Et il doit se satisfaire en fait de la promotion donc, de l'intérêt général. Nous disons également que ce ministre doit être courageux, il doit être persévérant, il doit faire donc de sa gouvernance une rigueur. Il faudrait qu'on ait une rigueur dans sa gouvernance et également un dynamisme. Donc, c'est quelqu'un qui doit être un homme de devoir, qui doit avoir le sens aigu donc, de la responsabilité, et qui partage donc les valeurs du patriotisme. Et beaucoup peuvent se demander, est-ce qu'on peut trouver ce profil-là? Nous disons qu'en fait, cet idéalisme que nous sommes en train donc, de peindre n'occulte pas la conception selon laquelle un ministre reste un humain et non un robot programmé pour agir. Et donc, il peut arriver que ce ministre-là connaisse quelques moments de difficulté, c'est-à-dire il n'a aucunement l'abri de ses erreurs, mais il appartient à ce ministre-là, victime donc, de ses errements, de bien se repositionner pour réajuster le tir. Donc voilà ce que nous disons, et cet idéalisme, voudrait également que beaucoup se posent des questions dignes et courageuses pour plaire donc, au peuple et non se satisfaire donc d'un quelconque dessein politique donc de ceux qui les ont commis comme ministres. Donc voilà en réalité ce que nous disons en ce qui concerne donc, le profil donc, du bon ministre qui doit être donc au service du peuple et non se servir du peuple. Voilà en fait ce que nous disons. Alors vous, Sylvestre Béni de la Manchette, selon vous, il faut aujourd'hui un ministre compétent et qui soit disposé à être au service du plus grand nombre de toutes les manières. Nous restons toujours avec vous. Alors si vous êtes donné aujourd'hui la possibilité de noter la gouvernance sortante, que répondrez-vous? Non, vous savez, nous ne sommes pas experts donc, en matière donc, de gestion de la sphère publique, mais sauf que lorsque vous analysez un peu
la dernière équipe gouvernementale, je crois que la plupart des Togolais ne sont pas satisfaits donc, de ce gouvernement-là. Mais dire que j'ai peut-être une note à donner, non, je crois que lorsqu'on prend peut-être certains ministres, on les prend individuellement, je crois qu'il y a beaucoup qui ont mouillé le maillot, et comme on le dit très souvent en sport, il y a beaucoup qui se sont donnés. Maintenant, la plupart ont montré leurs limites, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ont tiré toute l'équipe donc vers le bas. Ouais, donc maintenant, il faudrait quand même qu'au niveau du casting, que le chef de l'État que le chef de l'État soit très regardant au niveau donc du profil pour que tout se passe bien. Sinon, pour me résumer, je crois que l'ancienne équipe n'a pas quand même comblé les aspirations profondes du peuple togolais. Maintenant, pour donner une autre, non, je me réserve de ne pas peut-être leur attribuer une autre quelconque. Voilà. Voilà, merci Sylvestre Béni du journal La Manchette. Eh bien, nous revenons ici, Timothy Dikoto, cette question à répondre, hein, dans un bref délai, quel profil aujourd'hui? Bon, vous vous dites que vous n'êtes pas pressé d'avoir un nouveau Premier ministre. De toutes les façons, on finira par en avoir. Mais quel profil selon vous? Profil? Non, celui qui peut répondre. Moi, je pense que être militant n'empêche pas qu'on soit technocrate, comme tout le monde le pense. Hein. C'est pas, je n'ai jamais vu nulle part ailleurs où on voit des acteurs politiques mener des actions sur le terrain, mouiller le maillot pour pouvoir prêter le terme de Béni. Et qu'au finish, on les met à la touche et on va chercher des technocrates quelque part pour venir gouverner. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ah non, mais quand les gens ont mené des actions politiques et que sur le terrain, on les nomme à des postes parce qu'ils ont la compétence, on ne peut pas dire que parce qu'ils ont des militants, parce qu'ils sont des militants, ils ont été nommés, alors parce qu'ils ont été militants, qu'ils sont mauvais. Heureusement, mon cher ami Cyril nous a donné tout de suite l'exemple d'ADJ. Et j'avais rebondi pour dire qu'il n'y a pas plus militant au sein d'UNI qu'ADJ. Donc ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'au sein de ces militants, on peut trouver les technocrates qu'il faut. On peut trouver, sinon, les formations politiques n'auront plus de sens. Et donc, le vrai manager dont je parlais tout de suite, on peut trouver ça au sein de la formation unie et c'est au chef de l'État de lui donner vraiment un cahier de charge. Vous serez surpris si ce ministre n'est pas trouvé au sein de la formation unir? Non, pourquoi je serais surpris? Non, ce n'est pas la première fois c'était fait. Mais je serais un tout petit peu surpris parce que à l'époque où cela se faisait, UNI n'était pas constitué en parti en tant que tel. Il n'avait pas ces structures. Il n'y avait pas la présidence, la vice-présidence et d'autres structures du parti. Aujourd'hui, on en a. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que au sein de cette formation, on va laisser l'hiérarchie de côté pour jeter son dévolu sur quelqu'un ailleurs parce qu'il serait peut-être plus compétent. Merci, on nous avait habitués à cela par le passé. Mais je ne pense pas que c'est une bonne pratique politique. Vous ne trouvez pas que ça a apporté du fruit? Non. Parce que cela ne veut pas dire que ceux qui sont venus ailleurs sont incompétents. Hein. Mais vous avez vu que la cohabitation n'était pas facile. Merci. Nécessaire. Merci. Je reviens à vous. Alors, monsieur Arrigo. Oui. Aujourd'hui, quel profil hein, avant de parler de profil, nous allons y aller très rapidement. Avant de parler de profil du nouveau Premier ministre, je veux dire que je ne suis pas trop chaud pour ceux qui pensent qu'il faut que les têtes les plus bien faites au Togo se trouvent uniquement dans UNIR. Il faut dissocier parti politique ou parti au pouvoir de la République. La République a besoin de tous ses enfants et celui-là qui doit être pris sur la base de ses compétences, de la qualité de sa personnalité. Une personne qui dispose d'un sens de responsabilité aigu, qui puisse apporter un plus au développement de son pays et non satisfaire
les égos entre griffes d'un parti politique de X ou de Y. Voilà, selon vous, le profil. Selon moi, c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui si nous voyons de près, pour être sincères, les défis qui nous attendent. Le Togo aujourd'hui est le lit de tout un tas de problèmes qu'il faut régler. Et c'est très important, plus que les aspirations de quelqu'un. Nous n'avons encore que quelques minutes. Monsieur Cyril. Non, vous savez... Quel profil? Vous avez commencé déjà par l'énumérer avant. Hein. Le profil que nous espérons à la tête de la primature, c'est d'abord quelqu'un qui comprenne que la première richesse d'un pays, c'est l'homme. La première richesse d'un pays, c'est l'homme. Et il faut mettre l'homme au cœur de la gouvernance. Il faut pouvoir identifier ce qui constitue notre handicap, à notre évolution sensible. Je vais faire allusion à la corruption. Et celui qu'on doit mettre à la tête de la primature, il ne faut pas qu'il soit un militant, comme on a vu avec M. Classo, qui soit fier de porter le titre de Premier ministre. Non. Il faut qu'il soit quelqu'un qui soit imbu de cet esprit patriotique-là, républicain-là, et qui soit soucieux d'impacter son passage. Même si on le trouve au sein du parti au pouvoir. Oui, mais pourquoi pas? Il y a des exemples. Tout à l'heure, nous avons parlé de M. Adédié, nous avons parlé du professeur Kokoroko, nous avons donné l'exemple de Mme Ingrid. Vous êtes en train de faire des propositions. Hein? Non, c'est que nous sommes en train d'étayer notre position à travers certains exemples. Nous ne sommes pas en train de faire des propositions. Mais tout simplement que nous ne voulons pas être encore déçus et qu'on nous maintienne dans cette ambiance-là de gratification de militants qui ne viennent faire que figuration au poste pour que nous ne puissions voir aucun bilan, aucun résultat à la fin de leur passage, comme on l'a vu avec M. Classo. Donc, pour clôturer, c'est pour dire que nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un monde et nos yeux voient. Et nos yeux voient, nous rêvons. Et de la manière dont nous voyons l'évolution ailleurs, nous rêvons ça pour nous aussi. Alors donc, quand on nous amène des gens qui puissent nous réaliser ces évolutions-là, cet avancement-là, et non pas seulement toujours de remercier les gens qui, pour leur confort, etc. Non, on veut évoluer, on veut avancer. Donc faites-nous avancer avec des gens qui soient capables, qui soient à même. Voilà. Merci, monsieur. Si vous me permettez, une seule seconde, s'il vous plaît. Pour dire que Classo n'est pas un fruit de remerciement. Quand bien même il soit un militant ou quoi que ce soit. Oui, c'est aussi votre lecture. Oui, mais bien sûr, mais Classo, c'est un professeur d'université. Il dit que même dans son genre, dans sa matière, il est. Et puis, Classo n'a pas quelqu'un qui n'a pas de capacité managériale. Il a eu à jouir d'un certain nombre comment je peux dire, à assumer un certain nombre de responsabilités au sein du gouvernement par le passé. Il était à l'Assemblée nationale. Et donc, en clair, Classo n'est pas un aventurier. Non, c'est pas un aventurier. C'est quelqu'un qui a la potentialité, la capacité. C'est pas parce qu'il est effacé. Mais on l'a rien vu. Il a fait plus de 5 ans à la tête de la primature. Quel que soit ce que vous lui connaissez comme qualité, nous, on n'a rien vu du tout. Voilà, on a écarquillé les yeux, on n'a rien vu du tout. On a vu un militant qui vient d'être Premier ministre. Nous allons évoluer. Merci. Eh bien, la situation sanitaire ne doit pas amener à occulter les autres secteurs qui méritent une attention particulière. C'est bien par cette phrase que la présidente de l'Assemblée nationale togolaise défendait l'adoption d'un projet de loi portant donc sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire au Togo. Eh bien, c'était le 4 janvier dernier. Monsieur Cyril, vous trouvez opportun l'adoption de cette loi? Non, mais vous savez, moi je pense que nous n'avançons pas, nous tournons à rond. Je pense que nous manquons toujours de connaître ce que c'est que nos priorités, ce que c'est que nos urgences, ce que c'est que ce qui nous convient le mieux au moment où il le faut. Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans des partenariats avec l'Occident, mais toujours nous ne voyons pas qu'il y a des actes qui se focalisent dans le sens de transfert de technologie, de transfert d'informations, de compétences, etc., qui nous permettent c'est aussi également... vers cela qu'on s'avance avec qui nous permettent également... Mais écoutez, il y a tellement... Que nous en serons là après 60 ans, que le Japon nous offre encore des céréales.
alors que nous disons que nous avons des terres fertiles. On ne nous fait pas du temps. Il faut commencer par le nucléaire. C'est ça qui est opportun pour vous. Alors moi, je n'ai pas de commentaires à faire dessus. C'est pas la priorité. Là, je n'ai pas de commentaires à faire dessus. Pour vous, c'est pas la priorité. Parce que moi, je me sentirais fier lorsque j'entendrais que, bon, ok, il y a un encadrement, une loi qui prévoit les transferts de technologies qui nous permettent, nous, sur place ici, de fabriquer les engins qui nous permettent d'exploiter nos propres ressources et que nous ne serons pas toujours soumis à l'Occident ou pour exploiter nos ressources. C'est l'Occident qui doit venir à l'Occident, on doit signer un contrat. Ce sont eux qui doivent être le devant, qui ont la compétence, qui ont le phosphore, on ne peut pas transformer chez nous, etc. Et on va parler de nucléaire quand nous n'avons pas encore d'usine chez nous qui fabrique juste les mitraillettes, les gaz lacrymogènes que nous utilisons pour disperser les gens. On va parler de nucléaire. Si c'est ça vos priorités, ben écoutez, c'est vous qui êtes devant. Faites ce que vous voulez. Pour toujours nous garantir ce résultat de pays pauvres très endettés, dépendants de l'Occident, pays consommateurs, etc. Maintenir dans notre niveau là. Monsieur Cyril, en clair, ce n'est pas la priorité pour non, mais écoutez, il faut qu'on sache ce que nous voulons, où est-ce que nous allons, quels sont les moyens dont nous dotons, qu'est-ce qu'il nous faut à tel moment T, etc. Qu'est-ce qui nous convient, etc. Il faut aller vers l'essentiel. Quand les gens sont là, nous avons des pays, populations pauvres, très endettés pour cette crise du Covid. On parle de novices, 5000. Il y en a beaucoup même qui se plaignent, etc. Le nucléaire, c'est ça l'urgence pour nous en ce moment. Merci, monsieur Cyril. Dimas, une adoption de loi sur l'utilisation, bien sûr, sûre et pacifique du nucléaire. Qu'est-ce qu'on y met? On y met des mesures d'encadrement et de prévention d'activités nucléaires. Est-ce que c'est ce qui est prioritaire pour le Togo? C'est une question de priorité. Si on prend une mesure législative, une mesure légale pour... je suis sidéré que Cyril puisse parler uniquement de la globalisation et que dire qu'entrer dans cette globalisation, puisque la mise sur pied de cet arsenal juridique ou législatif nous permet d'être un membre à part entière de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Quand on parle de figuration, ce n'est pas question uniquement des bombes atomiques. Le nucléaire, c'est pour l'énergie aussi. C'est pour l'électricité. C'est aussi dans l'agriculture. C'est dans beaucoup de choses là. Et si nous voulons aller sur ce terrain, nous devons avoir un arsenal de législation, pouvoir encadrer ça avant de nous aventurer. Si nous voulons rentrer dans la globalisation et que nous nous mettons en marge de cette globalisation, ben, je pense que ce n'est pas ça. On n'avait pas l'électricité avant le nucléaire. Des questions plus on n'avait pas l'électricité. Est-ce à dire que le fait de prendre cette disposition législative, est-ce à dire que ça occulte les autres? Ça veut dire que ça empêche qu'on prenne aussi les autres pans de nos réalités en compte. Mais il faut à un moment donné qu'on prenne quand même on ne va pas rester ici et on sera frappé par des activités illégales en matière de nucléaire qu'on va sauter dessus pour légiférer. Dans ce Togo qui va pour légiférer. Mais attendez, quand on parle de l'énergie, vous parlez tout de suite de l'électricité. Vous ne pensez pas avec ça on peut aller sur ce terrain? Vous ne pensez qu'avec ça on peut aller développer les autres acteurs, les autres secteurs? Non. Quand on prend une disposition législative. Donc vous lisez l'opportunité de ce test de loi c'est opportun. Mais vous parlez même de globalisation. Et vous dites que prendre des dispositions législatives dans un secteur bien défini, que ce n'est pas opportun. Non. Quand on parle de globalisation, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on ira sur ce terrain. Et on ne va pas attendre le jour que ça va nous tomber dessus avant de se lever pour dire que bon, nous allons prendre telle disposition. Les dispositions législatives, c'est en prévision de quelque chose qui peut arriver. Ça peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Pour vous, l'adoption de cette loi est très opportune. Mais bien sûr. Très bien. Si vous permettez, est-ce que M. Dimas, Excellence, peut nous expliquer ce qui va nous tomber dessus
et que nous prévenons déjà d'ores et déjà avec de toutes avec les façons, peut-être c'est pour l'édifier ce qui va nous tomber dessus. Malheureusement, et donc la loi nous outille. Nous ne pourrons pas aller dans tous ces développements. Et d'une manière ou d'une autre. Qui parle de nucléaire. Ça peut nous concerner un jour. Très bien, merci. Et donc, Arrigo, vous trouvez opportun aujourd'hui qu'on aille sur le terrain du nucléaire, mais pas du Togo? S'il m'était demandé de poser la question, j'irais autrement en me demandant quel est le besoin aujourd'hui spécifique qui nécessite comme solution l'adoption d'une loi d'utilisation, comment vous dites? Sûr et pacifique. Du nucléaire. C'est cela. Nous ne participons pas à un festival de loi pour chercher à intégrer tout dans notre agenda. Je ne parlerai pas en termes de priorité, parce que en proposant cette loi, le législateur peut-être a vu quelque chose d'autre. Mais quel est le besoin spécifique aujourd'hui de terrain qui nous apporte comme solution vers le nucléaire? Je suis d'accord qu'avec le nucléaire aujourd'hui, on peut régler des problèmes. Avec le nucléaire aujourd'hui, les pays qui sont développés, qui sont je dirais, des années de lumière, de développement de nous, les utilisent pour régler des problèmes auxquels les populations sont confrontées. Alors, le peuple togolais aujourd'hui est confronté à quel problème qui nécessite comme solution le nucléaire? C'est la question que je me pose depuis. Quand je dis, je me pose la question. Je ne dis pas encore que c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. En soi. Mais je continue je suis curieux, je veux savoir quel est le besoin de terrain aujourd'hui qui nous interpelle, qui dit la solution c'est le nucléaire, il faut aller. Est-ce qu'on veut doter tout le Togo d'électricité? Est-ce qu'on veut, à partir du nucléaire, offrir de l'eau potable aux populations togolaises? Tu sais qu'avec le nucléaire, on peut... Non, je sais, oui, qu'on nous dise, c'est en cela que je dis, il faut expliquer concrètement le problème auquel le nucléaire constitue une solution aux citoyens lambda, parce qu'il a le droit de savoir. Ce n'est pas parce qu'avec la bombe atomique, on a détruit peut-être un pays ou bien je ne sais quoi, que nous, aujourd'hui, au lieu de se soucier du petit pain, de la pauvre dame qui n'arrive plus à vendre à cause de Covid-19, on lui apporte le nucléaire. Vous pensez que cette dame-là va comprendre? Moi, je suis toujours attaché à une gouvernance qui constitue une solution aux besoins et préoccupations exprimés par les gouvernés. Et le gouverner, c'est prévoir. Oui, gouverner, c'est prévoir. Mais attends, lorsque par exemple, tu es père de famille, tu ne donnes pas à manger à tes enfants, sous prétexte que tu n'en as pas, et que tu reviens avec un tissu basin bien de qualité, pour tu leur dis que c'est parce que dans 2 mois il y a une fête, on va y aller, donc il faut coudre, il faut faire des habits à ceux qui cherchent à manger. Vous pensez que ça c'est prévoir dans la gouvernance? Alors vous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous posez toujours la question aujourd'hui sur le besoin qui amène à cette adoption de loi. Nous sommes atteints d'une maladie qui prend trop d'ampleur au Togo. C'est chercher coûte que coûte à être dans une tendance qui nous mène droit à la perdition. Nous nous perdons. Nous nous perdons. Selon vous. Le problème de terrain, occupons-nous, cherchons. C'est pour ça que nos aïeux nous ont appris à balayer la chambre avant de chercher à balayer la cour de la maison. Merci. Balayons notre chambre. Merci. Le nucléaire n'est pas encore dans notre chambre. Avant de balayer dehors. Merci. Nous allons évoluer. Je crois que la maladie plutôt dont nous souffrons dans ce pays, c'est de ramener tout au manger. À la pauvre dame. Puisqu'on a faim. L'homme doit vivre. Le problème immédiat, on a faim. Merci. Le problème immédiat, on a faim. Merci. Si on n'avait pas faim, parenthèse, si on n'avait pas faim, en matière de gestion de Covid-19, si on n'avait pas faim au Togo, ce n'est pas 5250 par homme et 6125 par femme qu'on va distribuer. C'est parce que le gouvernement reconnaît que nous avons un train de vie assez bas. Non, pas forcément, mais on a fait. Merci.
Est-ce que Merci. si vous la mettez, Une seule seconde, merci. les Blancs eux-mêmes, ils n'ont pas mis la charrue devant le bœuf. Oui, Hein. malheureusement. Ils ont merci. réglé leurs problèmes étape par étape. Ils ont haussé le niveau de vie des populations, l'épanouissement. Et avant que les bombes, le nucléaire, tout ça là ne vienne, hein, ils avancent étape par étape. Mais nous, on se jette dedans Très comme bien. ça. Parce que Merci. les gens sont ailleurs réfléchis. Malheureusement, Ils vont rentrer on ne dedans, comme dans la peut mer, pas etc. toucher C'est le dommage. troisième. Si on a le courage de nous dire que c'est pour déverrouiller des fonds cachés quelque part, je serai d'accord. Très bien. Si on a ce courage de nous le dire, c'est C'est pour la déverrouiller question des que fonds vous cachés avez. quelque part, je suis Merci, d'accord. merci. Nous ne pouvons Mais pas dire que toucher. ça règle un problème au Togo ici, je suis désolé. Rodrigue, c'est à moi la parole. Merci. Merci beaucoup. Et très bien. Malheureusement, nous ne pourrons pas aborder peut-être la troisième partie de cette émission, compte tenu de notre temps qui nous est imparti, qui est arrivé à sa fin. C'est fini. Et c'est fini, malheureusement. Malheureusement, c'est fini. Et donc, monsieur Cyril, très rapidement, dans une seconde, votre mot de la fin. Non, mon mot de fin, c'est que moi, j'invite tous les Togolais, sans exception, à être imbu de cet esprit patriotique-là, de cet esprit républicain. Il est temps que le pays soit au-devant, au-dessus de tout. Il est temps que le Togo soit le champion en question et que le chef de l'État se libère un peu de ce carcan-là de remercier des militants. Il faut mettre des gens qu'il faut, qui ont cet esprit patriotique-là, qui peuvent nous apporter des solutions par rapport Merci, aux monsieur maux, Cyril. au handicap Pour nous. qui nous retient, nous empêche Merci, d'aller de l'avant merci. en nommant un Premier ministre, Très bien. non pas forcément qu'il soit militant du parti, mais un Premier ministre qui vienne apporter... Relever son les plus- défis. Voilà. Merci. Voilà. Monsieur Cyril Noukounou, vous êtes président du ton patriotique, du ton de la jeunesse patriotique. Merci d'avoir été des nôtres. C'est bon qui vous remercie. Arrigo, votre mot de la fin. J'attache du prix au courrier de Maoulaoué. Je l'ai souvent cité, je vais encore citer le courrier de Maoulaoué. Et ce soir, Maoulaoué qui écrit une lettre à son père, et ça va à tous les Togolais. Très Papa, rapidement. le monde change, toutes les choses changent, C'est ça. toi aussi, tu dois changer. Merci. Merci Rodrigue Arrigo. Vous êtes correspondant de la On dit radio. que le monde change. Canal Et- K. Je et- reviens à vous. Vous donnez Et votre on temps ne pour va- le mot de la fin. Je on suis ne en va train. pas vers ce qui change dans le monde. C'est ça votre Alors, mot de la quand fin, on Dimas? va C'est vers votre mot de la ça, fin maintenant? quand on va Le vers monde ça, change. Merci. Vous Non, avez mais donné ce votre que mot je de la fin. voudrais dire simplement, c'est que le Premier ministre qui est bon pour le Togo, c'est le chef de l'État seul qui juge. C'est lui qui nomme. Et il sait celui qui répond C'est lui qui donne selon l'aspiration du peuple. Oui, mais le peuple lui a déjà fait confiance en le portant à la tête du pays. Et donc, on doit être confiant en son expertise, en Fallait ses dire ça un peu analyses. plus tôt. Voilà. Et donc, c'est lui qui juge de celui qui peut nommer. S'il le trouve au sein de sa formation politique, il le nomme. Très bien. S'il le trouve ailleurs, le Togo a besoin quand même de tous ses fils. Il peut le nommer. Mais on ne peut pas dire que parce que ça ne me plaît pas, que c'est forcément mauvais. Ah non, celui qui a la capacité de nommer et le droit de nommer, c'est lui qui nomme. Et nous attendons les résultats pour en juger. Dimas Dikodo, directeur de publication du journal Forum de la semaine. Merci d'avoir été là. Merci Dieu. Merci à vous également, chers téléspectateurs de partout. Vous nous suivez. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, samedi prochain ou alors mercredi prochain encore pour le développement d'autres thématiques dans cette même émission. Grand Carrefour. À très bientôt.